Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de comment hiérarchiser la recherche étiologique devant un état de mal épileptique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Et en guise d'introduction, on en a déjà parlé, la recherche étiologique, elle est importante parce qu'effectivement, c'est un facteur déterminant du pronostic vital et fonctionnel, mais aussi cette étiologie, elle est importante parce que dans près de la moitié des cas d'état de mal, pour pouvoir les stopper, il va être nécessaire d'entreprendre un traitement étiologique spécifique. Donc dans ces cas-là, le diagnostic étiologique est particulièrement important. Dans la définition et la classification internationalement reconnue, les étiologies des états de mal épileptiques, elles sont classifiées comme suit. Donc d'un côté, les causes symptomatiques, c'est-à-dire celles qu'on peut identifier ou qui sont identifiables en théorie, et les causes cryptogéniques, qui sont celles qu'on ne peut pas retrouver, pour lesquelles il n'y a pas de diagnostic. Et si on regarde plus précisément les causes symptomatiques, parce que c'est celles qui nous intéressent là, celles dont on va pouvoir faire le diagnostic, elles sont classifiées en fonction de la temporalité. Il y aura les étiologies aiguës, celles qui sont à distance ou on peut dire séquelaires aussi, les étiologies progressives et à part les symptômes électrocliniques dont je ne parlerai pas là et qui concernent plus souvent la pédiatrie quand même. Donc cette classification, en fonction de la temporalité, je vous ai mis là quelques exemples, liste non exhaustive de ces étiologies. Donc dans la catégorie aiguë, c'est les causes qui ont commencé il y a moins de 7 jours. Et donc, on retrouve toutes les infections, les pathologies cérébrovasculaires, le trauma crânien, etc., etc. Les causes séquelaires, ça sera donc après 7 jours, après un traumatisme crânien, un AVC, une encéphalite, par exemple. Et puis, il y a les causes dites progressives. Là, ça va être sur l'évolution d'une tumeur cérébrale, mais aussi l'évolution d'une maladie neurodégénérative. Les maladies neurodégénératives peuvent entraîner de l'épilepsie et de l'état de mal épileptique, notamment les formes très évoluées de maladies d'Alzheimer. À peu près 50% des cas dans les séries publiées sont des causes aiguës. Ensuite, on retrouve les causes séquelaires dans 20% des cas, puis les causes progressives qui sont plus rares. Le problème avec cette classification-là, c'est que c'est une classification qui est utilisée pour la recherche clinique, pour classer les étiologies dans les cohortes. Mais en fait, un état de mal épileptique, très souvent, c'est lié au cumul de plusieurs de ces pathologies. Dans la majorité des états de mal épileptiques, on retrouve plusieurs causes. D'ailleurs, quand on regarde les papiers sur les cohortes d'états de mal épileptiques, il y a toujours beaucoup plus de causes listées que de patients inclus dans la cohorte. Et donc, une cause aiguë peut cacher une cause chronique et vice-versa. Et donc, si on réfléchit uniquement avec cette définition-là, cette temporalité, en pratique clinique, en fait, c'est pas très pragmatique. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'il existe des solutions beaucoup plus pragmatiques pour pouvoir faire une enquête étiologique rapide qui ne va pas retarder la prise en charge thérapeutique. Et donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il existe des outils pour ça. Il existe un outil qui a été développé, qui s'appelle le Status Epilepticus Etiology Identification Tool. C'est un outil qui a été développé donc, pour faire le diagnostic étiologique de l'état de mal épileptique au lit du malade, et plus précisément aux urgences par des non-spécialistes. En préambule de cet outil, il est bien précisé que ça doit être fait, bien évidemment, cette recherche étiologique, en parallèle du traitement dont on va parler tout à l'heure, et que ça ne doit pas le retarder. C'est une évaluation étiologique qui va se faire en 4 points. Et avant de répondre aux 4 questions qui vont suivre, il y a quand même des examens de base à faire pour tous les patients qui présentent un état de mal épileptique. Donc la glycémie capillaire, le monitorage des constantes vitales, une imagerie qui sera le plus souvent en urgence un scanner, parce qu'on n'a pas toujours accès
aux IRM en urgence. Il y a des examens biologiques sanguins de base à faire systématiquement, donc refaire la glycémie, une NFS, le ionogramme, calcium, magnésium, éventuellement un dosage d'antiépileptique si c'est approprié, on en reparlera après, et bien évidemment le EEG fait partie des examens à réaliser en priorité, en première intention pour participer pour le diagnostic et la recherche étiologique. Donc la première étape, avant de rechercher une étiologie, ça va être de s'assurer qu'on est bien en face d'un état de mal épileptique. Et donc pour ça, il va y avoir des diagnostics différentiels à éliminer. Et l'EEG va nous aider, comme on l'a vu sur la présentation précédente. Une fois qu'on est sûr, ou à peu près sûr, qu'on est face à un état de mal épileptique, on va passer au point 2. Et le point 2, il concerne l'étude des antécédents du patient. Donc plus que la temporalité de l'éventuelle étiologie qu'on recherche, c'est les antécédents qui sont l'élément central et qui vont guider votre recherche étiologique. Donc, est-ce que le patient est épileptique connu ? On a dit à la présentation précédente que 50% des épilepsies ne survenaient pas chez des épileptiques connus, mais donc l'autre 50% survient chez des épileptiques connus quand même. Ensuite, est-ce que le patient a une lésion cérébrale connue, donc un AVC ancien, un trauma ancien, est-ce qu'il a fait une méningoencéphalite auparavant ? Et troisième point, est-ce qu'il a une maladie cérébrale progressive de type maladie neurodégénérative ou tumeur cérébrale ? Donc, une fois qu'on a répondu à cette question, et si on a répondu oui à cette question, il va falloir rechercher le facteur favorisant qui a conduit le patient à l'état de mal épileptique. Et donc, si le patient est épileptique connu sous traitement antiépileptique, il va falloir s'attacher à savoir s'il est vraiment compliant, s'il y a eu un changement de dosage, s'il a eu un problème intercurrent qui a fait que le taux sanguin aurait pu varier. Et puis donc, on aura l'éventuel résultat du dosage sanguin de l'antiépileptique qu'il prend. Ensuite, est-ce que ce patient présente des signes d'infection systémique ? Parce que chez ces patients épileptiques connus, qui ont une lésion cérébrale, une maladie cérébrale progressive, une infection systémique sévère peut entraîner un état de mal. Est-ce qu'il y a un sevrage en alcool ou en autre drogue, ou au contraire une intoxication aiguë ? Est-ce que sur le ionogramme, on va mettre en évidence des perturbations métaboliques significatives ? Est-ce que sur l'imagerie, il y a un changement par rapport à la condition qui était préalablement connue ? Donc on va faire le point sur tout ça. Et ensuite, si on n'a pas vraiment d'explication après tout ça, ou alors si le patient présente une raideur de nuque et une fièvre sans vraiment d'explication systémique, on va passer au point 4 qu'on verra tout à l'heure. Donc l'autre catégorie de patients, ça va être ceux qui n'ont pas ces antécédents-là, et donc les états de mal de novo. Mais là, pareil, chez ces patients, on va passer en revue différents points. Le premier, ça va être l'analyse de l'EEG. Ça, c'est la discussion avec l'électrophysiologiste qui va vous guider vers un éventuel diagnostic. Ensuite, l'imagerie, la clinique aussi, va vous permettre de dire si le patient a une lésion cérébrale aiguë qui vient d'apparaître et qui pourrait expliquer l'état de mal. Ensuite, on retombe sur le sevrage en toxique ou l'intoxication aiguë, les perturbations métaboliques, les infections systémiques sévères. Et comme chez les patients présentant des antécédents neurologiques, si jamais il n'y a pas d'explication, s'il y a une raideur de nuque, une fièvre qui ne s'explique pas par une infection systémique, là on passe à l'étape 4. Cette étape 4, donc chez ces patients-là, il va falloir assez rapidement, avant de répondre à la question, envisager de lancer un traitement anti-infectieux
en pensant bien évidemment à la méningoencéphalite, faire des hémocultures et faire une ponction lombaire en l'absence de contre-indication. Donc, je rappelle que chez ces patients, on aura fait un scanner, une imagerie cérébrale auparavant. Et donc, là, à cette étape-là, c'est les résultats de la ponction lombaire qui vont guider notre diagnostic. Est-ce que le LCR est normal ou anormal? Et s'il est anormal, il va nous guider vers certaines causes et nous permettre de lancer une thérapeutique éventuellement adaptée. Donc cet algorithme-là, donc développé pour les urgences, donc pour les non-spécialistes, il a permis dans la publication Princeps, sur une série de plus de 200 cas, d'identifier correctement l'étiologie dans près de 90% des cas. Et les erreurs, enfin les patients chez qui on n'aurait pas fait le bon diagnostic, les un peu plus de 10% restants, ça se classait en 4 grandes causes en fait. Soit il manquait des informations aux médecins qui avaient en charge le patient, des informations sur l'anamnèse, sur les antécédents du patient. Effectivement, on ne peut pas toujours avoir une liste détaillée de ses antécédents. L'autre cause principale, c'était qu'il y avait des éléments manquants dans le compte-rendu d'imagerie qui auraient permis d'avancer plus rapidement sur le diagnostic. Il y a la mauvaise interprétation des résultats de la ponction lombaire qui est cause d'erreurs diagnostiques. Et puis après, il y a des complications qui sont trop complexes pour les services d'urgence et qui nécessitent une prise en charge plus spécialisée. Et pour ces cas-là, là, je vous présente la suite de cet algorithme qui a été proposé par des collègues de Toulouse, notamment pour les patients chez qui on n'aurait pas fait de diagnostic après 48 heures, donc ceux qui restent cryptogéniques après 48 heures après leur admission. Et puis, c'est aussi valable pour les patients qui présentent un état de mal réfractaire, un état de mal de novo réfractaire dans les patients qui ne sont pas épileptiques connus et qui ont un état de mal réfractaire, où là, il va falloir aller très vite vers des investigations beaucoup plus spécialisées. Et donc, ce qui est proposé, c'est chez ces patients-là, il ne faut pas hésiter à refaire la biologie standard, pousser l'imagerie jusqu'à l'IRM cérébral avec angiographie et vénographie, ne pas hésiter à refaire les ponctions lombaires pour pouvoir notamment compléter le screening infectieux, faire le screening auto-immun, on va reparler de ça juste après, le screening toxicologique. Et puis, si après tout ça, on n'a toujours pas de cause, là, il va falloir envisager le screening oncologique, rechercher des pathologies métaboliques ou des troubles mitochondriaux qui seraient passés inaperçus jusqu'à présent, un screening génétique et éventuellement faire une biopsie cérébrale. Donc là, vous voyez qu'on rentre vraiment dans les choses très spécialisées et qui sont du recours de la discussion multidisciplinaire aussi. Donc, juste pour vous présenter un peu ce qui est suggéré de faire quand on en arrive au screening immunologique. Donc il y a des encéphalites auto-immunes qu'il va falloir rechercher, faire des recherches d'anticorps antineuronaux intracellulaires et synaptiques ou de surface dans le sang, mais aussi dans le LCR. Parce qu'il y a à peu près 15% des patients qui présentent une encéphalite auto-immune avec ceux qui présentent des anticorps neuronaux synaptiques, où ils seront présents uniquement dans le LCR et pas dans le sang. Donc il est nécessaire pour faire le diagnostic de faire ces dosages dans le LCR. Et bien évidemment, il faudra aussi rechercher toutes les maladies systémiques. Toute cette liste-là, donc vous pouvez la trouver. Celle-là, elle figure dans les recommandations sur la prise en charge de l'état de mal. Mais c'est aussi à discuter avec votre laboratoire de référence, avec les internistes, les neurologues avec qui vous travaillez. Et pareil, le bilan infectieux complet, il comprend des recherches virales, bactériennes, parasitaires, fongiques, aussi bien dans le sang que dans le LCR. Et puis, en ce qui concerne les maladies métaboliques, parmi les choses à faire, il y a les dosages de lactate et pyruvate
pour rechercher les mitochondriopathies. Après, les analyses génétiques qui se font là aussi en discussion avec les spécialistes. Donc en conclusion, ce diagnostic étiologique, c'est un élément cardinal de la gestion des états de mal épileptiques. Il est indispensable pour pouvoir traiter correctement les patients. Et la première étape, elle peut se faire très rapidement en parallèle de la prise en charge initiale et elle est avant tout centrée sur l'anamnèse avec l'âge du patient, ses antécédents, le fait qu'il soit épileptique connu ou que ce soit une épilepsie, un état de mal de novo. Ça va déjà vous guider énormément. Dans ce premier temps, il n'y a pas besoin d'examens très spécialisés. La biologie standard, la TDM, l'EEG, plus ou moins l'imponction lombaire en fonction des signes cliniques vont permettre de faire le diagnostic dans 90% des cas. Et c'est ensuite seulement qu'on passera à des choses beaucoup plus spécifiques, qu'on refera des ponctions lombaires, qu'on ira à l'IRM, tout ça dans le cadre d'une discussion pluridisciplinaire. Voilà, je vous remercie.